Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour un nouveau numéro de Questions d'actu qui revient ce soir sur le phénomène de l'immigration irrégulière, clandestine ou suicidaire qu'on appelle communément la harga. Alors un phénomène qui prend de l'ampleur en raison de plusieurs facteurs, notamment d'ordre économique et communicationnel. Il faut savoir que la problématique a été largement débattue à Alger à l'initiative du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales qui n'a d'ailleurs ménagé aucun effort pour ouvrir un débat franc et ouvert entre les responsables, les experts et les membres de la société civile notamment. Alors le forum en question s'est achevé hier avec plusieurs recommandations. Comment expliquer ce phénomène et quelle stratégie adopter pour une lutte efficace? C'est le thème de notre débat ce soir que nous allons animer avec Monsieur Mohamed Dahmani. Donc vous êtes chargé d'études et de synthèse au niveau du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À vos côtés, docteur Saïd Mohamed Muzat, vous êtes directeur de recherche spécialisé, donc au CREAT, spécialisé dans la question migratoire. Merci d'être avec nous ce soir. Et également avec nous, docteur Reda Taher, vous êtes économiste et expert financier. Vous avez, je rappelle, présidé l'atelier consacré à la dimension économique du phénomène. Merci. Je vous remercie, moi aussi. Alors, avant d'entamer notre débat, je vous invite à suivre ce compte-rendu et on revient juste après. Les recommandations formulées par les participants à ce forum renforceront visiblement le plan d'action des pouvoirs publics pour faire face au phénomène de harga et feront l'objet d'évaluations périodiques grâce au mécanisme intersectoriel qui sera mis en place pour veiller à l'application de ces recommandations sur le terrain et à leur évaluation. كان هذا المنتدى فرصة لكسر بعض الحواجز التي كانت تعيق المعالجة الدقيقة. Ce forum a été une occasion pour briser des obstacles qui entravaient le traitement approfondi du phénomène de la harga et pour valoriser la confiance en l'importance du travail collectif qui bat en brèche tous les sous-entendus et les hypothèses, car il s'agit de l'Algérie et de l'intégrité de ses enfants. Et au cours de vos interventions respectives, vous avez tous valorisé et applaudi les réalisations du président de la République qui ont permis de développer le pays dans plusieurs domaines avec la réalisation de programmes diversifiés et importants pour la prise en charge des préoccupations et des aspirations de nos jeunes. بالنهوض بالوطن في شتى المجالات وتشييد برامج متنوعة وكبيرة للتكفل باهتمامات وتطلعات Dans le même contexte, plusieurs ministres du gouvernement ont estimé que les recommandations sanctionnant ce forum constitueront un instrument efficace pour la lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine, mettant l'accent sur l'impératif d'être à l'écoute des jeunes et d'opter pour un discours qui lui est accessible. contact direct مع الظاهرة c'est-à-dire la communication. لازم نتكلموا في المجال تاعهم، لازم نتكلموا بالكلمات تاعهم في الفيسبوك في الواتساب في سناب شات. إنني أجدد أمامكم بهذه المناسبة. Je renouvelle devant vous, à cette occasion, notre volonté émanant des autorités publiques et des orientations du président de la République de garantir tous les moyens pour soutenir l'esprit d'initiative entrepreneuriale des jeunes. مواصلة نشر روح المبادرة المقاولة لدى الشباب. هي توصيات تعتبر ورقة عمل. Ces recommandations sont une véritable feuille de route, un message d'espoir aux jeunes et un plan d'action à adopter pour la prise en charge des préoccupations de cette frange de la société. Et aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou. La preuve, vous avez tous proposé des recommandations en toute liberté. Des recommandations qui renforceront le plan d'action des pouvoirs publics face à l'immigration clandestine grâce à ce mécanisme intersectoriel qui a entamé son travail juste après la clôture des travaux de ce forum. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Dahmani. Donc, c'est une première et pas des moindres d'organiser un débat avec une telle franchise sur un sujet aussi sensible que la harga.
Pour autant, peut-on faire carrément la conclusion qu'il s'agit d'une réelle prise en charge, une volonté politique pour la prise en charge de ce phénomène? Merci. Tout d'abord, je vous concède qu'il s'agit bien d'une première, un débat public, on va dire, sur la question de cette migration irrégulière, et plus précisément, on a parlé surtout des jeunes qui prennent le risque de traverser la Méditerranée pour rejoindre les rives européennes. Et pour cette première, je pense qu'il faut saluer Monsieur le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, qui, pour reprendre ces termes, a dit il faut nous décomplexer et donc il faut casser ce tabou et affronter la société et dire à l'ensemble de la société que seules les institutions publiques ne peuvent plus affronter ce problème. Bien évidemment, les pouvoirs publics ont développé un plan d'action qui donne des résultats, mais c'est une approche, jusqu'à aujourd'hui, qui est une approche sécuritaire, qui engage l'ensemble des services de sécurité, tout corps confondus, et qui, comme je disais, a produit des résultats, a démantelé des groupes de passeurs, a récupéré des personnes en pleine mer, et a évité beaucoup de tentatives de passage à l'acte. Maintenant, Monsieur le ministre a considéré qu'il était temps, vu la complexité et la gravité qui est en train de prendre ce fléau, ce phénomène, d'associer l'ensemble de la société dans un débat ouvert, franc, serein et responsable. Et donc, nous avons invité des universitaires, des chercheurs, des représentants de la société civile, des femmes et des hommes du monde de la communication. Vous étiez un de ceux-là. Et donc un débat a été engagé autour de 4 ateliers. Ce sont des thématiques que nous pensons être... La communication est en rapport direct avec le phénomène de Harga, c'est-à-dire comment est-il traité par l'ensemble des médias et dans la communication sociale également. Mais il y a d'autres corollaires qui peuvent être parmi les causes de ce phénomène, mais qui sont sûrement parmi les solutions de ce phénomène, qui sont l'intégration socio-économique des jeunes et aussi leur intégration culturelle, sportive et leur accès aux loisirs, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des citoyens, individuellement et collectivement. Et un 4e atelier qui a été consacré au rôle de la société civile, plus précisément aux organisations de la société civile, dans le travail conjoint avec les autorités locales et les autres acteurs de la société, pour aider à lutter contre ce phénomène et plus généralement dans une politique nationale ou dans un mode de gouvernance, surtout au niveau local, plus participatif des affaires publiques. Alors, docteur Saïd Musette, vous aussi, vous avez, lors de l'ouverture, salué cette initiative. Alors, je répète la même question. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui qu'il y a qu'on sent une prise de conscience de la part des autorités publiques sur l'ampleur de ce phénomène et la nécessité de le prendre en charge de manière très efficace? Je pense qu'effectivement, c'est la première fois qu'on ose briser ce tabou. Parler de Harga, bien qu'au niveau de la recherche scientifique, les chercheurs, on a travaillé depuis une quinzaine d'années sur le phénomène de migration de manière générale, y compris sur le Harga, on a réalisé des études. Mais ce que je déplore, moi, on est en train de parler la volonté y est, on brise le tabou. Moi, je reste un peu sur ma faim, parce que à ce jour, on n'a pas réalisé une véritable recherche commandée par les autorités nationales sur ce phénomène. Autrement dit, à ce jour, on a des bribes d'informations
mon collègue vient de dire, on a des informations des données produites par les services de sécurité. Mais sur le plan de la recherche scientifique, je peux vous affirmer, à ce jour, il n'y a pas eu une commande des autorités pour réaliser une recherche impliquant un profil, une équipe pluridisciplinaire, parce que ce problème de migration, en particulier Harga, on a besoin de psychologues, on a besoin de géographes, parce que ça touche le littoral, on a besoin des économistes pour savoir le développement des communes au niveau littoral. Donc là, pour moi, avant d'aller vers l'action, il faut un diagnostic profond, et qui peut se faire rapidement. Hein. Ça peut se faire dans les 2 à 3 mois qui suivent. On fait un bon diagnostic, on collecte. Et là, deuxième élément, c'est pas seulement un diagnostic sur le plan scientifique. Moi, je pense qu'il faut aller un deuxième élément, consultation, vers une consultation nationale, autrement dit, faire des sondages, organiser des focus group un peu partout. Parce qu'il n'y a pas que les communes littorales qui sont concernées par le phénomène Harga. Donc, les Algériens viennent même de l'intérieur. Donc, autrement dit, il faut qu'on ait une base de connaissances scientifiques. Et sur cette base, on pourrait éventuellement adopter un plan d'action. Mais est-ce que votre requête figure parmi les recommandations émises par l'ensemble? Les actions menées par les institutions sont classiques. Les instances existent. La culture existe pour faire de la communication. Le ministère de la Jeunesse existe depuis tout le temps. Il a une politique nationale de la jeunesse. Cette politique, il faut le rappeler aussi, hein, le gouvernement Wali, en 2007, le ministère de l'Intérieur même avait lancé un grand débat au niveau national pour qu'on mette en place une politique nationale de la jeunesse. Cette politique, à ce jour, n'a pas été concrétisée dans toutes les étapes. Seul élément que je retiens très positif, le Conseil supérieur de la jeunesse a été accepté et constitutionnalisé maintenant. Autrement dit, ce serait un organe supérieur au niveau de la présidence sur les questions de la jeunesse. Donc, autrement dit, il y a des mécanismes, il y a un cadre existant. Il faut les mettre en place. Maintenant, il faut la mise en place, formuler une politique nationale de la jeunesse selon les standards internationaux. Et comme ce problème ne concerne pas exclusivement l'Algérie, nos Algériens, dans les années 90, ils traversaient par la Tunisie et le Maroc pour regagner l'Espagne d'un côté et l'Italie de l'autre côté. Donc, il faut aller vers aussi l'élargissement de ce débat avec un débat au niveau régional. Pour moi, si on fait ces 3 éléments, autrement dit, on fait un diagnostic stratégique, on fait une consultation nationale, on fait un atelier régional, on aurait la base de connaissances nécessaire pour pouvoir engager un plan d'action à long terme. Autrement dit, ce n'est pas un problème qu'il faut traiter maintenant par une communication, par quelques actions sporadiques. À court terme, il faut développer aussi, parce que ce problème va persister. Pour moi, ça risque même d'être amplifié dans les années à venir. Donc alors, le risque est là. Il faut se donner maintenant perspective d'ici 2030 avec des objectifs précis. Si aujourd'hui on a 4000 morts, est-ce qu'on pense d'ici 2030 il n'y aura pas de morts? L'objectif. Il n'y aura pas de disparus. Ah bon. Donc si on se donne des objectifs fixes, là on peut faire l'évaluation, on aurait des indicateurs. Alors justement, à propos de ces objectifs, on va essayer tout au long de cette émission de les définir et savoir quelles sont les priorités qu'il faudra donc sur lesquelles donc se pencher. Mais je reste toujours autour de la nature de cet événement qui est le Forum national de lutte contre la Harga. Alors, parmi ces particularités, M. Redater, vous qui êtes économiste, donc le fait qu'on ait associé des économistes pour comprendre ce phénomène. Oui, merci. C'est toujours un plaisir donc d'être
ici sur Canal Algérie, parmi nos collègues et représentants des différents ministères, notamment aujourd'hui on a M. Tahmani avec nous du ministère de l'Intérieur. J'aimerais, avant de répondre à la question, j'aimerais juste revenir sur une question qui m'a paru un peu étrange, la réaction de la presse et de quelques sites médias à propos de la déclaration du ministre de l'Intérieur, disant que le Facebook et les réseaux sociaux sont derrière le phénomène. Moi je rejoins le ministre dans ses propos. Je dirais, il y a des risques qui seront gravissimes dans un futur proche par rapport à ces réseaux. Pourquoi cette réaction qui en fait remet en cause les solutions développées au cours des ateliers, et les réseaux sociaux sont dangereux. Les réseaux sociaux actuellement sont un outil très risqué pour le pays. On n'a pas de réglementation claire, sûre, etc. qui régissent l'utilisation de ces réseaux, à l'image par exemple de la CNIL en France, Commission nationale liberté informatique. Et derrière ça, le ministre avait raison. Pourquoi? Parce que derrière l'utilisation des réseaux sociaux, notamment Facebook, on a plus de 16 millions d'adhérents sur Facebook. Le big data, suivant le jargon des informaticiens, s'il tombe entre les mains des gens mal intentionnés, des gouvernements mal intentionnés, des pirates, etc., quel serait le résultat? Donc le gouvernement rapidement doit mettre une stratégie justement pour réguler l'utilisation des réseaux sociaux en Algérie, du point de vue éthique, du point de vue opérationnel, du point de vue commercial, etc. On n'aura pas la même liberté d'utiliser les réseaux sociaux actuellement, d'ailleurs qui ont une main, bien sûr, dans le développement de ce phénomène de Harga. Et vous pensez qu'on peut faire ce travail, qu'on peut réguler le travail des réseaux sociaux? Tout à fait, tout à fait. Il y a énormément de gens qui travaillent dessus. Je vous dis, voyez-vous l'exemple, les portables qu'on a, les micro-logiciels qui sont dedans, sont objets de piratage, sont objets de risques majeurs, sont objets de tout. Donc, à n'importe quel moment, les gens peuvent pirater nos comptes, peuvent pirater nos caméras de vidéosurveillance urbaine, etc. Donc, bref, je crois que le ministre avait raison de mettre la lutte par le biais des réseaux sociaux, c'est-à-dire leur utilisation dans le sens positif, contre la Harga. Je reviens donc à la question. Vous avez bien fait de poser cette question. Oui. La menace par rapport aux réseaux sociaux, elle existe. D'ailleurs, en dehors du phénomène de la Harga, elle a été derrière ce qu'on a dit, ou ce qu'on a appelé les printemps arabes. Donc, on ne peut pas nier le poids des réseaux sociaux dans la manipulation mentale qu'on exerce sur les jeunes, notamment les plus jeunes. On a l'exemple, par exemple, le tout récent du phénomène ou du jeu de la baleine bleue, qui est un jeu éminemment psychologique. Tout à fait. Il y a beaucoup de... je réponds sur la deuxième question, c'est-à-dire l'implication des économistes. Dans toute question relative aux politiques publiques, les économistes participent généralement. Ils donnent des avis, des idées. Maintenant, il y a un développement énorme au niveau international par rapport à cela, c'est-à-dire par rapport à la correction des politiques publiques, celles liées à l'éducation, la santé, la harga, etc., à l'immigration. Vous prenez n'importe quelle politique, sécurité, industrie, etc. Nos politiques actuelles, moi je ne les appelle pas politiques, je rejoins mon collègue quand il a dit on n'a pas d'objectif. C'est vrai, on ne fonctionne pas en termes d'objectifs réalistes et mesurables. La chose qui fait défaut actuellement. Malheureusement, c'est malheureux de le dire, ne sont que des actions prises par des instances gouvernementales, par des départements ministériels. Mais en réalité, il n'y a pas d'objectif fixé. Une administration qui ne marche qu'au jour le jour, c'est-à-dire sans objectif. Maintenant, on parle de la gestion par les résultats, même pas par les objectifs, c'est-à-dire on agit sur les outputs de l'administration. La participation des économistes dans des ateliers de ce genre permet, d'éclairer les participants donc, sur les éventualités qu'on a comme solution, c'est-à-dire solution au problème. Comme il s'agit d'un problème multidimensionnel, il y a cet aspect lié aux différentes facettes économiques, disons la pauvreté, la perception en fait de l'équité dans la société. Je vais y revenir.
et la question de l'argent, comment on perçoit l'argent, etc. Et puis la participation des économistes aussi, c'est dans la mise en place des scénarios de solutions. Comment peut-on résoudre le problème? Quelle stratégie peut-on mettre en œuvre? D'où la nécessité d'impliquer davantage les économistes dans ce type de travaux. Et je pense pour le ministère de l'Intérieur, comme celui des Finances par exemple, la participation des économistes date de longue haleine, n'est pas récente. Vous voulez intervenir, oui, M. Slimani, avant de passer à autre chose? Merci. Je voudrais tout d'abord rassurer Dr Saïd Muzet que cette rencontre n'est qu'un début. Monsieur le ministre a affirmé que cette rencontre est un début. Les recommandations qui ont été faites vont faire l'objet d'un travail plus approfondi et toujours participatif, c'est-à-dire qui va impliquer l'ensemble des acteurs de la société institutionnelle et de la société civile dans son sens le plus large. L'idée de diagnostic et d'études scientifiques sur le sujet, ça a été dit par le ministre, ça a été une des recommandations. J'ai présidé les travaux d'un atelier sur les activités culturelles, sportives et de jeunesse, et nous avons recommandé que soient faites des études, un véritable diagnostic, un état des lieux. Et donc, je rassure Monsieur Muzet, c'est vraiment dans l'intention de Monsieur le ministre de l'Intérieur de continuer ce travail multi-acteurs, multisectoriel et multiniveau, également à travers des études scientifiques qui permettront au pouvoir public de mieux comprendre le phénomène, de mieux le cerner et donc de permettre à toute la société de juguler ce problème pour arriver, j'espère, à le régler définitivement. Je voudrais, par contre, Dr Muzet a parlé de 4000 morts. Je voudrais rassurer vos téléspectateurs, il ne s'agit pas des morts de la Harga. Je crois qu'il l'a pris en tant qu'exemple. Nous avons certes 4000 morts sur nos routes, qui sont victimes des accidents de la route, mais sur la Harga, les chiffres qui ont été communiqués par Monsieur le ministre de l'Intérieur à l'occasion de cette rencontre, il y a eu 119 corps repêchés l'année dernière, dont beaucoup ne sont pas algériens, parce que les courants ramènent des corps d'un peu partout, 96 disparus, jusqu'à aujourd'hui, disparus, c'est-à-dire on sait qu'ils ont pris le large, mais on ne sait pas s'ils sont arrivés à destination ou pas, et les autorités publiques continuent le travail de recherche de façon assidue. Il y a eu 200 affaires qui ont été présentées devant la justice qui concernent ceux qui incitent et qui font ce trafic de personnes, dont 344 personnes ont été présentées devant les instances judiciaires et 24 ont été condamnées à de la prison ferme pour de longues années. Donc voilà, il ne faudrait pas qu'on inquiète trop la population, mais un mort, c'est déjà un mort de trop, et c'est ce que nous avions tous convenu, c'est ce sur quoi nous avons tous convenu lors de cette rencontre. Maintenant, concernant les réseaux sociaux, dont a parlé M. Othé, je voudrais également là aussi apporter un bémol. À aucun moment, M. le ministre de l'Intérieur n'a parlé de réguler les réseaux sociaux ou de contrôler les réseaux sociaux. Et là aussi, je ne voudrais pas qu'on fasse peur à nos concitoyens et surtout aux jeunes qui sont devenus addictifs aux réseaux sociaux. Monsieur le ministre de l'Intérieur a une page personnelle, Facebook, et le ministère de l'Intérieur utilise les réseaux sociaux pour communiquer avec la population. Notre rencontre d'hier était transmise en direct sur la page Facebook de notre ministère. Et aujourd'hui, les recommandations d'hier ont été mises en ligne. Et donc nous utilisons les réseaux sociaux et nous encourageons tous les Algériens à les utiliser. Les réseaux sociaux permettent à notre jeunesse de s'intégrer dans le monde d'aujourd'hui. Par contre, ce qu'a dit Monsieur le ministre, c'est que les réseaux sociaux sont utilisés par les criminels qui poussent nos jeunes à prendre la mer, qui organisent ces voyages, ces aventures meurtrières à travers la Méditerranée. Et donc, dans ce sens-là, une des recommandations, ça a été de renforcer
renforcer le contrôle sur les réseaux sociaux des pages de ces criminels. Et dans ce cadre-là, je pourrais vous dire que 51 pages sur les réseaux sociaux ont été identifiées par les services de sécurité comme étant des pages utilisées par les criminels, et des enquêtes ont été menées et ce travail suit son cours. Alors, comment prendre... Voilà, je pensais qu'il était utile de faire ces petites... Non, mais vous avez parfaitement raison de donner des chiffres de 2018, je pense. Oui. Alors, ce phénomène... Si vous permettez je ne suis pas là pour compter les morts. Hein, ça, il y en a des gens qui le font. Avant de parler du phénomène, c'est-à-dire que si vous pouvez permettre de recadrer un peu les choses. Alors, en parlant de ce phénomène, alors, la problématique de base, docteur Musette, c'est d'y faire face, donc avoir une lutte efficace. Mais encore faut-il le définir, car aujourd'hui, certains parlent d'immigration clandestine, immigration irrégulière, harga, immigration... On a proposé même le terme d'immigration suicidaire. Alors, comment le définir d'abord pour le comprendre? Pour moi, je reste sur le plan, si vous voulez, du droit international. Je n'ai pas d'autre référence. Pour l'instant, nous avons inventé le mot harga. On a pris le discours de la rue, discours du Maghreb, parce qu'en Tunisie, au Maroc, on l'appelle le même terme, harga. Celui qui prend la mer pour aller avec tous les moyens, hein, des petites bacs, flouka, ou la beauté, avec des petits canaux, et pour tous les moyens. Moi, j'ai déjà parlé, dans les années 80, il grimpait sur les cordes des bateaux, au port d'Alger même, hein, il montait pour rentrer dans les cargos. C'est un phénomène ancien. C'est un phénomène ancien. Heureusement, maintenant qu'on arrive à dire, on va le prendre en charge. Phénomène ancien, dans la mesure où moi, je l'ai daté à partir des côtes algériennes. Parce que nos Algériens, avant, ils traversaient par la Tunisie et le Maroc. À partir de 2005-2006, ils partent des côtes algériennes. Donc la distance est plus longue, le risque est plus long. Ça, je pense, deuxième élément de définition, ces personnes qui partent, et là je recuse le mot suicide, parce que tout psychologue vous dit, ces jeunes qui partent, ils ne sont pas suicidaires. Il y a les psychologues, ils savent, lorsqu'ils discutent avec une personne qui veut se suicider, donc il a des comportements. Ces jeunes qui partent, ils ne partent pas pour se suicider. Ce n'est pas une action de suicide pour ces jeunes. Ils prennent des risques, comme toute la jeunesse. Hein. Ils aiment des sensations fortes. Ils savent qu'il y a des risques. Et qu'est-ce qu'il y a derrière leur intention? Pourquoi ils partent? Qui peut nous le dire? Si on ne les interroge pas, c'est là où je dis, il nous faut une enquête. On dit qu'ils sont en train de partir. Moi, j'en ai fait une petite enquête. C'est pour ça que je dis, analyser de manière microsociologique, c'est facile. Je prends Annaba, je fais une étude sur Annaba, mais je l'ai fait avec mes collègues qui sont en Italie, en Sicile. Donc on travaille d'ici et là-bas. On les interroge, on a interrogé même leur famille, l'idée de partir, les réseaux qu'ils utilisent. Nous avons identifié 3 types de réseaux. Il y a des réseaux autonomes, ils se connaissent au coin de la rue, il y a quelqu'un de l'autre côté qui est parti. Des réseaux autonomes. Vous avez des réseaux semi-professionnels. Autrement dit, qu'ils ont des passeurs, des pêcheurs qui ont déjà fait le voyage. Donc là, ils l'utilisent semi-professionnels. Vous avez des réseaux maintenant professionnels. Parce que le marché de la migration irrégulière est reconnu maintenant pour être un gros marché, un gros business. C'est un business qui ne se développe pas seulement pour l'Algérie. Ce business, on l'a vu au sud de l'Algérie. Les économistes au niveau international ont déjà estimé des milliards. Et ça ne se joue pas seulement vers l'Europe. Ça se joue de l'Amérique latine vers l'Amérique du Nord, ça se joue vers l'Asie, de l'Asie vers l'Australie, des îles. Donc il y a un marché et ces business sont connus. Est-ce que vous sous-entendez que
que la lutte contre ce phénomène va devenir encore plus difficile, comme est le cas avec le narcotrafic? La difficulté, si vous voulez, nous sommes devant un phénomène qui, pour moi, et comme les économistes vous diront aussi, il y a une demande de migration. Cette demande, on le saisit à travers le désir de partir. La migration est un droit international. Tout citoyen a le droit de quitter son pays et de retourner dans son pays. Ça, c'est le droit de l'homme qui le dit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on organise la migration régulière? Je vous pose la question. On a estimé le désir de partir, l'intention de partir des Algériens, des jeunes, autour de 27% de jeunes veulent quitter le pays. C'est une petite étude, hein. Là, je me réfère à une étude du CNEAP qui a été faite dans les années 2000 et quelques. Donc, vous avez une demande, connaître cette demande, et je l'ai toujours dit, si nous, on n'organise pas ce départ, d'autres vont le faire à notre place. Et quand ils le font, l'économie parallèle est là pour le faire. Autrement dit qu'il y a des business. Et vous savez, actuellement, j'ai eu à discuter il y a une année de cela avec des personnes, des spécialistes de la criminologie, de criminalistique, de la gendarmerie nationale. Ces passeurs, ces réseaux sont connus, ils sont observés par satellite maintenant. On connaît exactement qui fait quoi. Autrement dit, c'est vrai que les floukas, c'est difficile à détecter. Les radars n'arrivent pas à les détecter. Mais le phénomène, pour moi, pour l'Algérien, là, je globalise parce que j'ai la vision macro-sociologique de dire l'Algérie est confrontée avec la harga, nos jeunes qui partent, mais on est confronté aussi avec la migration irrégulière qui vient vers l'Algérie. L'Algérie, oui. Donc vous avez d'autres formes de migration irrégulière. Ils prennent le visa touriste, pas seulement la mer. Ils prennent visa touriste de l'autre côté et ensuite ils rentrent. Ils rentrent dans l'irrégularité. Et cela, j'avais donné des chiffres de 25 000 Algériens pour 2018, mais si je dois comptabiliser tout le flux, sur les 10 années, on a près à 200 000 Algériens en situation irrégulière à l'étranger. Alors Monsieur j'apporterai un élément qui me semble important. Allez-y, docteur. Parce que ça touche toutes les catégories de la société maintenant. J'ai eu à discuter avec des associations qui activent en milieu de jeunes. Je ne prends que l'exemple de Marseille. Vous savez qu'on a un certain nombre d'Algériens en situation irrégulière, des mineurs qui sont dans les rues de Marseille. Sont des citoyens algériens qu'on doit en prendre en considération ou non? Quels sont les dispositifs? Deuxième question, on veut traiter le harka? Il ne faut pas seulement travailler sur l'Algérie. Moi, j'aimerais bien aussi connaître quelles sont les positions de ces personnes de l'autre côté. Actuellement, j'ai eu des contacts avec des organisations, des ONG, algériens à l'étranger, ou qui travaillent sur les harka. On dit qu'il y en a des jeunes qui veulent revenir en Algérie. Ils sont en détresse, ils veulent revenir, mais ils ne veulent pas entrer en prison. Que faire? Avant des mineurs, nous avons des personnes qui sont de l'autre côté, qui sont en détresse. Ce sont nos citoyens. Vous dites tout à l'heure, un mort, c'est beaucoup. Mais avoir un Algérien qui soit en Allemagne, en Angleterre ou là en France, qui se trouve dans une situation prise par des gangs, qui sont des mineurs, c'est aussi notre responsabilité. Tout à fait. Alors, donc la migration est vraiment très très complexe et c'est pour cela, moi je dis, la consultation est importante, mais aussi il faut dialoguer, instaurer des dialogues avec ces pays qui accueillent nos migrants. Alors, on retiendra notamment de ce que vient de dire Dr Saïd Mouzet, Monsieur Ter, la dimension commerciale et pécuniaire de ce phénomène qui la rend très difficile à combattre. Très bien. Oui, moi en tant qu'économiste comportementaliste, parce que je fais aussi un peu de psychologie dans le sujet, on va aller directement. L'une
l'un des problèmes de nos stratégies de par le passé, c'était de considérer les jeunes comme une masse unique. Et c'était ça l'erreur. Il ne faut jamais considérer n'importe quelle frange de la société comme une masse unique. Chacun est singulier, chaque segment dispose de ses spécificités, de ses particularités, etc. C'est à partir de là qu'on peut développer des offres particulières, des solutions dimensionnées, bien mesurées, etc. Moi, j'ai analysé le sujet de l'immigration du point de vue, de cette immigration du point de vue comportemental, c'est-à-dire un regard d'un économiste comportementaliste. Au moins, on a 4 problèmes ou 4 spécificités qui caractérisent ce comportement. Commençons par la question des préférences. Qu'est-ce que les gens préfèrent en général? Ces jeunes-là, comme Hargo, c'est-à-dire on n'a pas satisfait à leur demande, à leur désir, etc. La question de la notion de préférence en économie, pour les économistes, pour les bureaucrates dans les bureaux, elle est unique. Or, il s'avère que la notion des préférences, c'est une notion variable, c'est-à-dire on ne dispose pas de la même perception des préférences. Nous avons des préférences qui peuvent même s'inverser. Aujourd'hui je peux choisir A, demain je peux choisir B. J'inverse mes préférences. Je reprends une expression d'un célèbre économiste américain. Il disait, nous sommes des humains, et les humains ont des passions, et voient les choses avec des télescopes défectueux. C'est-à-dire, on n'est pas rationnel. Chacun dispose de ses préférences. Ils n'ont pas le cerveau d'Einstein, ni le calme d'un moine bouddhiste. C'est le premier problème, c'est-à-dire il faut traiter maintenant cette notion de préférence, il faut faire des expériences dans les labos, il faut faire des sondages et des focus group dans le terrain, etc. D'après vous, qu'est-ce qui pousse un individu, aussi jeune soit-il, disposant d'une somme par exemple de 2000 €, à choisir de faire un voyage périlleux au détriment de sa vie, que d'opter pour par exemple un projet entrepreneurial dans son pays? Voilà, ça fait partie du premier élément qui caractérise le comportement de ces individus, c'est la perception du risque. Globalement, on l'appelle, c'est un phénomène d'aversion, c'est-à-dire les gens, parfois, ils sont averts au risque et parfois, ils ont un engouement au risque. La science, en psychologie, en économie, qu'est-ce que les chercheurs ont pu démontrer? La conclusion suivante. Nous vivons pas en termes de niveau, en termes de changement dans la vie. Ça, c'est important. Et là, ça rejoint quelques affirmations qu'on avait obtenues au cours des séances, au cours des travaux. Il disait qu'il y avait des gens aisés et quand même Hargo. C'est-à-dire, ils sont ici, le niveau n'a rien à voir. Mais le changement que peut induire le harga dans leur vie, c'est ça, c'est-à-dire par rapport au statu quo, qu'est-ce qu'on peut gagner? Qu'est-ce que peut induire ce changement sur notre vie? C'est ça. Où est-ce qu'elle est la différence entre un pauvre et un aisé pour quitter le pays de cette manière? Et quel est le rôle du sentiment de désespoir cultivé par certains médias, il faut le dire, dans ce phénomène? Bien sûr, ça amplifie. L'environnement est devenu hostile par rapport aux jeunes. Généralement, ces médias-là ont besoin maintenant d'une charte éthique, charte déontologique pour pouvoir se limiter à des garde-fous dans le métier, c'est-à-dire respecter les autres. Question de respect mutuel entre les différentes couches de la société. Donc j'ai caractérisé le premier point, le comportement par une première caractéristique qui est l'aversion au risque, c'est-à-dire les gens sont là, garder leurs gains, ils affichent une sensibilité par rapport aux pertes et par rapport aux gains. On est là pour ne pas perdre, mais pour gagner aussi. Ils cherchent le gain à l'étranger, etc. Ils voient que la vie est beaucoup meilleure, le bien-être est beaucoup élevé, etc. Et quand les enjeux augmentent, la situation devient de plus en plus gravissime. C'est-à-dire, en donnant plus de chance à ces gens-là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fouille comme ça le pays et il a entre guillemets cette sensation de réussite,
il donne l'exemple aux autres comme quoi il a réussi cette opération. Donc l'aversion au risque, on a l'inversion des préférences chez les Harraga et aussi un autre phénomène d'apprentissage. Et là, vraiment, il y a une contradiction entre les psychologues et économistes. Généralement, les psychologues caractérisent l'apprentissage par une fréquence et par un feedback immédiat, c'est-à-dire on développe une fréquence dans le comportement et on a un feedback immédiat. Le cas de la harga, c'est un phénomène, on manque d'expérience dans le domaine, ça vient une fois dans la vie. Il faut l'étudier. Voilà, il faut étudier et on est court-termiste, c'est-à-dire on développe des solutions à court terme. Pour ne pas perdre le fil des idées, parce que je me tourne vers M. Dahmani, que vous êtes donc spécialisé notamment dans la démocratie participative, qui est très importante à l'intérieur du pays, au niveau des collectivités locales. Alors, qu'est-ce qui fait que ce sentiment existe chez le jeune Algérien de se dire donc que je peux réussir là-bas et pas ici en Algérie? Alors, comment expliquer cela? Alors, je ne suis pas spécialiste de la démocratie participative, loin de là. Loin de là. Vous menez quand même je dirige un programme de coopération entre le ministère, le programme des Nations Unies avec l'appui de l'Union européenne sur les questions de gouvernance locale, c'est-à-dire démocratie participative et développement local. Je voudrais, si vous permettez, Sénazim, revenir un peu sur la rencontre et faire la transition avec ce que vous venez d'introduire comme nouvelle préoccupation du débat de ce soir. Il y a eu deux maîtres mots dans la rencontre d'hier, à l'aveu du ministre même, après avoir écouté, au moment de la clôture, après avoir écouté les recommandations des 4 ateliers. Deux mots revenaient, c'était celui de la démocratie participative. Dans tous les ateliers, il y a eu une recommandation qui était relative à la participation des citoyens, de la société civile dans son sens le plus large, à la gouvernance. Et aussi, un autre mot, la proximité. C'est-à-dire qu'il faut aller au niveau de proximité pour régler des problèmes de proximité. Et c'est là où, parce que je n'ai pas la prétention de commenter ce que disent les scientifiques, loin de moi cette prétention. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui partent, soit ils partent par l'effet d'un attrait de l'ailleurs est attractif et il peut être attractif, et c'est normal que l'ailleurs est toujours attractif et que comme disait docteur Buzet tout à l'heure, depuis tout temps, les hommes migrent et c'est tout à fait normal et c'est un droit humain. Il y en a qui partent faire des études, il y en a qui partent se perfectionner, se réaliser dans certains domaines quand ils n'ont pas la possibilité de le faire chez eux. Et c'est tout à fait normal et c'est un droit humain. Donc, pour ça, il n'y a aucun souci. Donc il y a l'attrait, mais il y a aussi des choses qui repoussent, qui poussent l'individu à partir. C'est des choses qui ne lui plaisent pas dans l'environnement où il vit. Et là, on doit se poser la question, quelles sont les choses qui ne vont pas, qui touchent au bien-être des individus, à leur bien-être, à leur épanouissement au quotidien, individuellement et en groupe. Et donc ces ateliers qui ont été organisés sur ces deux thématiques, c'est-à-dire le rôle de la société civile qui doit participer à l'acte de gouvernance, notamment au niveau local, et également une gouvernance qui soit plus attentive aux besoins et au niveau de proximité. Voilà donc sur quoi nous avons discuté et nous avons des recommandations très précises qui sont ressorties de ces ateliers sur ces deux questions de proximité et de démocratie participative. Parce qu'un pays comme l'Algérie, il faut le reconnaître, il y a des efforts monstres qui ont été faits par l'État. Il y a des infrastructures très importantes qui ont été réalisées. Les chiffres qui ont été cités hier par M. le ministre de la Jeunesse, pour ne parler que des infrastructures de jeunesse, on peut parler de la culture, etc.
sont faramineux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est temps de se dire, ok, on a construit beaucoup, etc., mais qu'en est-il de l'exploitation, de l'utilisation de toutes ces infrastructures? Pourquoi pas? Il n'y a pas les résultats escomptés. Qu'en est-il du taux de leur fréquentation, des catégories de jeunes qui les fréquentent? Est-ce que les jeunes les plus vulnérables de la société, tant soit-il que c'est eux qui sont les plus tentés par la harga, mais en tout cas, avec harga ou pas, il faut développer des politiques publiques d'intégration de l'ensemble de la jeunesse, des politiques inclusives, donc qui ne laissent personne en marge, etc. Et donc il est temps de se questionner sur l'ensemble de ces réalisations que l'Algérie a faites. Pour perfectionner et rendre plus performantes ces réalisations, pour une meilleure intégration de notre jeunesse dans la vie sociale, dans la vie culturelle, etc. Et d'un autre côté, et comme vous le disiez tout à l'heure, le ministère de l'Intérieur s'intéresse à cette question de démocratie participative et de développement local, notamment économique, depuis déjà quelques années, et monsieur le ministre de l'Intérieur y accorde le plus grand intérêt. À travers le programme CAPDEL, qui est juste un programme pilote qui permet au ministère d'aller tester au niveau de quelques communes pilotes qui ont été choisies sur l'ensemble du territoire, dans des territoires relativement différenciés, au plan culturel, au plan de la ressource économique, etc., au plan géographique et tout, aller tester une nouvelle démarche de gouvernance locale, une gouvernance concertée qui implique l'ensemble des acteurs de la société civile, citoyens non structurés, organisations de la société civile, acteurs économiques, qu'ils soient opérateurs, que ce soit des organisations professionnelles, etc., l'université, et puis inclusive, qui intègre les femmes, qui intègre les jeunes, les personnes qui vivent en situation d'handicap, qui soit structurée, qui constitue, et ça a été revendiqué hier par l'atelier des associatifs, des conseils consultatifs. C'est une expérience qu'on est en train de mener dans des communes pilotes. Nous avons réalisé, les citoyens eux-mêmes ont réalisé, avec l'appui de notre... Rapidement, M. Dahmani, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ont réalisé des chartes communales de participation citoyenne qui ont été adoptées par délibération des assemblées populaires communales. Alors, docteur Musette, on vient de parler donc de ce sentiment de mal-être qui est présent chez un grand nombre de jeunes, du moins ceux qui ont décidé de partir. Est-ce que ce sentiment, justement, suffit à lui-même pour justifier cette volonté de partir? Moi, je reviens toujours avec l'idée, si vous voulez, bon, c'est vrai que je partage un peu, parce que toutes les théories avancées, la version Horis, la théorie push-pull, bon, je les ai étudiées en long et en large. Hein. Et c'est vrai aussi que, pour moi, il n'y a pas de théorie qui est supérieure aux autres. Hein. Toutes les théories se valent. La version Horis, push-pull, du moment qu'on n'a pas fait d'études globales sur l'Algérie, là-dessus, comment peut-on connaître les sentiments des jeunes? Alors moi, je prendrais tout simplement un élément que j'ai eu à faire dans le cadre aussi de deux projets. Je parlerai de projet d'abord, l'agenda 2030, où j'ai interrogé les jeunes sur qu'est-ce qu'ils entendent par bien vivre en Algérie. Je ne parle pas du bien-être à l'américaine, mais je parle de bien vivre. Qu'est-ce qu'ils entendent par bien vivre? Tous ils reviennent maintenant. Sur le plan quantitatif, on a fait beaucoup de choses. Oui. Je prends l'exemple de l'université algérienne avec plus d'1,7 million d'étudiants à l'université. Vous ne le trouverez pas dans d'autres pays sous-développés. Et dans un espace très court. Donc les réalisations sont là sur le plan quantitatif. Ce qu'il pose comme problème, c'est la qualité de la vie. La qualité de l'enseignement même, il met en cause. C'est l'une des raisons pourquoi ils me disent on part pour étudier, pour perfectionner, apprendre mieux ailleurs. Problème d'infrastructure, de loisirs, c'est vrai. J'ai eu à travailler sur la jeunesse depuis 90, je menais, et je viens de terminer encore une deuxième étude d'UNESCO sur la politique de la jeunesse. Comment dynamiser nos structures, ramener nos jeunes vers les structures, les stades qui les accueillent, les stades, le lieu où ils se défoulent. Mais est-ce qu'on a d'autres espaces où ils peuvent réellement s'exprimer, s'exploser?
C'est ce que les jeunes veulent. Ils veulent avoir des espaces où ils s'expriment. Ils veulent être acteurs de leur destin. La participation, oui. Mais jusqu'où? Actuellement, pour l'instant, c'est encore expérimental, je peux dire. Nos communes n'ont pas des clubs jeunes qui participent avec eux, comme ça existe ailleurs. La participation est importante. Donc, le mal-vie de la jeunesse, moi j'ai interrogé sur le bien-être, en sondage national, avec une consultation de l'ensemble des catégories des jeunes. Des jeunes chômeurs, de jeunes harak, des femmes battues, donc un peu de tout. Les résultats sont là, ils sont publiés, ils sont connus par les autorités algériennes. C'est à prendre en considération ces résultats, à valoriser. Deuxième élément, ce qu'il faut savoir, l'Algérie, on est en train de mener aussi d'autres expériences. En termes d'emploi, on est en train de mettre l'intersectorialité. Autrement dit, nous travaillons chaque secteur avec des stratégies. Dans le programme PAGE, c'est un programme extraordinaire. On a mobilisé beaucoup de ressources. Avec l'aide de l'Union européenne, le programme est en train d'avancer. Nous sommes à la dernière phase où l'Algérie va s'approprier des résultats de ce programme. C'est jeunesse emploi. Et ça intègre aussi les jeunes de l'informel. Quand je dis la qualité de vie qu'ils cherchent, c'est aussi la qualité de l'emploi. Je vous donne autre élément de réponse que je viens d'obtenir. Une enquête auprès des diplômés qui sortent de l'enseignement supérieur. Ben, vous avez pratiquement 50% des diplômés veulent quitter l'Algérie. Ils veulent partir. Ce n'est pas seulement la qualité de l'éducation, mais la qualité de l'emploi aussi qui est offert par nos dispositifs. Ils ne sont pas satisfaits. Et quand je les ai interrogés, je voulais connaître leur situation, je découvre que ce n'est pas les chômeurs qui veulent quitter l'Algérie. Ce n'est pas les chômeurs diplômés, mais les diplômés qui ont déjà obtenu un emploi et qui veulent partir. C'est exactement ce que j'ai dit. Le changement, ce n'est pas le niveau qui intéresse les haragas. C'est cette variation qu'on peut induire sur leur comportement au quotidien. C'est ça. Oui, non, mais là, nous sommes parfaitement d'accord. Absolument, sur ce point. Sur cette intention de quitter l'Algérie, par tous les moyens, c'est-à-dire si 50% ont le désir de partir, il n'y a que 30% qui ont pris des initiatives. Ce n'est pas tout le monde qui ont déjà pris des initiatives. Et lorsque je regarde les filières, on ne va pas croire que les sciences sociales et humaines, les sciences techniques, ce sont les ingénieurs. Ce sont des personnes qui sont déjà dans le monde du travail, qui ont bénéficié des dispositifs. Mais la qualité de l'emploi offert n'est pas satisfaisante. Donc on parle de la qualité de l'éducation, qualité de l'emploi, qualité de la vie de manière générale à travers tous les espaces culture, etc. Et ça, on n'a qu'à examiner. J'ai mis des étudiants qui ont examiné sur le discours, sur les chansons, l'expression juvénile. Je reviens. Donc, vous voyez la qualité de la vie que les jeunes cherchent, et cette qualité, nous avons une jeunesse avertie, une jeunesse instruite maintenant. Ce n'est plus les jeunes des années 60 ou des années 70. Qui s'identifient donc ils s'identifient à la jeunesse mondiale, à la jeunesse européenne, globale. Qui dispose... Ils sont sur Internet. Allez-y, monsieur Ted, pour terminer. J'aimerais bien, je vais résumer rapidement. J'ai parlé donc des 4 facettes de ce comportement d'Harrak. Donc il y avait le phénomène, donc la perception du risque. Il y avait aussi donc l'inversion des préférences et surtout l'apprentissage. Quand on manque d'expérience, possibilité d'apprendre, la qualité de notre décision se dégrade. C'est le cas de Harrak, c'est-à-dire il manque d'expérience. Il a fait ça pour la première fois et il meurt par la suite, possiblement. Il y a un troisième phénomène, ce sont les coûts irrécupérables. Pourquoi généralement les gens pensent qu'il vaut la peine de mener à terme une action. C'est-à-dire lorsqu'on voit qu'on est en Algérie, on est en train de perdre mentalement, théoriquement, une chose. On a tendance psychologiquement, ça a été prouvé dans des expériences de labo, etc., de terrain, via des études de renom,
ça a été prouvé que les gens ont tendance à mener leur action, c'est-à-dire ils prennent beaucoup de risques pour terminer l'action. Ça, c'est fondamental. C'est quelque chose de solide dans les stratégies futures. Ça, c'est par rapport au co-récupérable. Et un dernier phénomène qui est le cadrage. Toutes nos actions sont cadrées de manière étroite. Les biais qu'on connaît dans les décisions individuelles au quotidien sont affectés par deux biais en général. Il y a la hardiesse de nos prédictions, c'est-à-dire on commet pratiquement, on fait des prédictions hardies, c'est-à-dire on est touché par le phénomène de la vision de l'intérieur. Le Harag, il voit de l'intérieur et il n'a pas une vision de l'extérieur. Moi, Harag, il voit l'Europe, les États-Unis, etc., l'Europe comme un Eldorado, etc., mais il n'a aucune vision de l'extérieur. C'est quoi la vision de l'extérieur? Ici, quel est le taux de la taxe sur l'impôt sur le revenu en France? 47%. En Espagne, 37%. Le volume des assurances qu'il doit payer. Le travail sérieux, la valeur du travail. Et c'est rien de cela. C'est-à-dire, il est touché, affecté par le phénomène de la vision, par la hardiesse de ses prédictions individuelles. Par des médias par différentes sources qui font la promotion de leur pays. Absolument. Et il y a le deuxième biais qui touche nos décisions, c'est un peu les choix timides. On connaît un adage dans la société. Lorsqu'on fait quelque chose de bon, on est modestement récompensé. Mais lorsqu'on commet quelque chose une erreur, des dégâts, etc., on est fortement sanctionné. C'est un peu ça cause un peu le choix. Ça biaise la décision, ça dégrade la qualité de la décision de l'individu. Donc, bref, les quatre facettes, les quatre problèmes en fait, quatre biais qui caractérisent le comportement de Harrak tournent autour de cela, c'est-à-dire sur le comportement au quotidien. Comment peut-on inclure ça dans la politique publique? Et on revient maintenant, à la requête. Laissez-moi terminer avec l'administration. Il y a deux choses qu'on doit maintenant dans nos politiques. Un, on doit affirmer quelques valeurs universelles, telles que la responsabilisation des acteurs dans les administrations, le respect du droit par exemple, la compétence, l'honnêteté, etc. Ça passera toujours par la professionnalisation de la fonction publique, de l'administration, de la reconnaissance aussi des efforts des gens, des uns et des autres, etc. Et le deuxième mécanisme, c'est le respect aussi de la diversité des situations et des cultures. Il a parlé donc du caractère géographique de la Harga. Bien sûr, l'Algérie, c'est un immense pays, c'est un continent presque. Il faut reconnaître cette diversité géographique, culturelle et sociale. Merci, M. Redater. Donc, on rejoint donc ce que la requête de Dr Saïb Musette sur la nécessité de faire une étude scientifique approfondie pour sortir, je dirais, aussi bien de la spéculation et la surenchère médiatique qui amplifie ce phénomène. Alors, merci donc docteur Redater, je rappelle économiste, pour votre participation à la fois au forum et dans notre débat. Je profite de l'occasion pour dire que je suis sur le point de finaliser donc le projet d'un groupe de réflexion comportementale. C'est un peu à l'image de ce qui se passe en Angleterre, etc., de Behavioral Insight Teams, pour réfléchir un peu sur les politiques publiques, les différentes politiques publiques. Alors, merci également à vous, docteur Saïb Mohamed Musette, donc directeur. Je peux ajouter un mot? Rapidement, vous avez 10 secondes. Bon. C'est-à-dire ce qui est intéressant maintenant, et dans le discours de Monsieur le ministre et même dans les recommandations, on a introduit le concept d'évaluation. Évaluation périodique. Là, je profite pour dire qu'il y a une association algérienne d'experts internationaux formés qui sont là pour la promotion de l'évaluation des politiques publiques. Donc il faut s'appuyer aussi sur ce groupe algérien résident en Algérie et résident à l'étranger, des évaluateurs de renommée internationale. On a constitué une association qui peut être très utile pour pouvoir suivre et mettre toute leur expertise dans le suivi de toute action, de toute politique publique qu'on veut mettre en place. Monsieur Dahmadi. Voilà. Je rejoins Dr Musette pour dire que cette rencontre, pour nous, elle constitue une fondation pour continuer le dialogue
donc plus de participation de la société civile, écouter, s'écouter et travailler ensemble. Et le faire aussi à un niveau de proximité, parce que c'est là où les problèmes se trouvent. Merci, M. Dahmani. Donc, je rappelle que vous êtes chargé d'études et de synthèse au niveau du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Merci à vous également, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau thème de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.